France. Alors, j'attends des gros bravos, des hurrahs. Un candidat au présidentiel 2022, le général Martinez. Son Altesse le Prince Charles de Bourbon de Parme. Olivier Tournafond, professeur de droit et président de l'émission à Radio Courtoisie. Et en visio, ça va encore clasher là, Christian Vanesse, le député. Et Thierry Bougereau, attention à l'eau, Thierry Bougereau, président du Cercle Aristote. Applaudissez-les. Allez plus fort, je ne connais pas la vidéo. Merci. Donc l'État. Pour l'État-nation, oh là là, je vais prendre d'abord Pierre Bougereau et je vais le provoquer. Je sais qu'il ne va pas être content, mais c'est pas grave. Je lui poserai cette question. Est-ce qu'en 2021, l'État-nation France, d'après nos médias, d'après nos progressistes, d'après tu vois, le mainstream, est-ce que c'est pas un ringard, franchement? Si tu veux, ça fait depuis la grande crise nationale que la France vit depuis les années 20, qu'on dit que la France c'est ringard. Si tu veux, André Breton le disait quand il faisait le procès de Maurice Barrès. Donc si tu veux, tous ces braves gens viennent en réalité des années 20, donc ils n'ont pas l'âge de leurs artères, ils ont l'âge de leurs idées. Et si tu veux voir ce qu'est le monde d'aujourd'hui est un monde d'État-nation. Si l'Occident est en train d'être déclassé technologiquement, économiquement par l'Extrême-Orient, c'est parce que l'Extrême-Orient est un monde de royaumes combattants. Nous, on pense qu'on peut faire des grands États cosmopolites, un cosmopolite dans le sens kantien, pas dans le sens habituel que la droite donne à son. Mais nous, on pense qu'on peut se sortir de l'histoire en pantoufles, et malheureusement, l'histoire va nous rappeler en bruit de botte. C'est ça qui est en train d'avoir lieu. Ça fait depuis les années 70, donc depuis l'arrivée des doctrinaires autour de Giscard, entre autres, que des gens vous disent que la France est dépassée. Il faut comprendre que, vous voyez le superbe résultat devant vous. C'est-à-dire que nous avons élu des gens qui voulaient se débarrasser de la France. D'un côté, ils ont réussi. Mais est-ce que la France s'en porte mieux? Est-ce que les Français s'en portent mieux? Et est-ce que les autres peuples ont fait ce que nous avons fait? Moi qui fréquente beaucoup les pays d'Extrême-Orient, autant que je le peux, à chaque fois je suis subjugué par la foi qu'ils ont, une foi d'ailleurs totalement non agressive, en eux-mêmes. Parce que jamais un Coréen, un Chinois, un Japonais, tout comme d'ailleurs un Américain, ne laisserait dire de son pays ce qu'on entend tous les jours sur les radios publiques françaises. Jamais, jamais, jamais. Donc si tu veux, ce n'est pas la France qui a raison, c'est ceux qui veulent s'en débarrasser. Peut-être d'ailleurs que le fait d'être ringard fera qu'ils réussiront ou qu'ils échoueront. Mais ce qu'il faut pour nous, c'est les renvoyer à leur ringarditude et leur rappeler une chose: tous ceux qui ont dit que la France disparaîtrait et serait dépassée, comme le soulignait Pierre Boutan, eh bien ont tous un point commun: la France les a tous enterrés. Merci, cher collègue. Mon général, a-t-on foi encore en la France? Eh bien, écoutez, je l'espère. Nous sommes là d'ailleurs pour ça. Je crois que le fait depuis les années 70, comme ça vient d'être évoqué, la France
devenu ringard selon certains. On a vu l'évolution qui s'est produite et l'Union européenne aujourd'hui qui fait que l'État-nation, finalement, on veut faire disparaître les nations parce que ce projet, certes, nous avons au sein de l'Europe une civilisation à défendre. Chacun le sait, elle a été formée par l'héritage grec, romain et puis la religion chrétienne. Mais tous les dirigeants politiques depuis les années 70 maintenant, eh bien, ont travaillé plus pour certains que d'autres contre la nation, contre la France, parce que l'État-nation, finalement, l'État, c'est un outil qui représente la nation, qui doit la défendre. C'est le protecteur de la nation. Aujourd'hui, on peut le constater, l'État, je ne m'en suis pas privé, vous le savez, je l'ai déjà écrit 50 fois, l'État aujourd'hui trahit la nation. Nos dirigeants politiques, ce sont eux qui, depuis en particulier ce dernier quinquennat, œuvrent contre la patrie, contre la nation. Est-ce pour ça que vous avez co-signé, par exemple, avec le général Coustou et d'autres, cette lettre des généraux? Cette fameuse lettre, effectivement. Oui, bien sûr. C'était pour nous une évidence quand elle nous a été proposée, et je pense que... Expliquez-nous un peu cette lettre, parce que ça fait quelque temps déjà, je pense que peut-être le public ne se rappelle plus. Alors c'est une lettre qui a été rédigée en fait par un ex-capitaine de gendarmerie, Jean-Pierre Fabre-Barbatac, qui s'est dit, après tout, elle a été adressée au président de la République, au gouvernement et aux membres, à nos parlementaires. Et il s'est dit, cette lettre, finalement, on pourrait la faire co-signer par un certain nombre de militaires en retraite, et c'est ce qu'il a fait. Mais il n'a jamais pensé que autant de signatures auraient été données, dont, je le rappelle, 27 000 signatures de militaires en retraite, dont 62 généraux en deuxième section. Et donc, cette lettre, c'était un cri d'alarme, le constat que nous connaissons tous de la société française d'aujourd'hui, qui était faite à notre président de la République en particulier. Mais vous le savez, elle a pris de l'ampleur ensuite parce qu'elle a été publiée par Valeurs Actuelles et surtout par la réaction de deux personnalités politiques, Marine Le Pen et M. Mélenchon, qui a forcé le gouvernement à intervenir parce qu'il n'avait pas du tout l'intention de le faire, manifestement. Et donc, eh bien, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est en fait une réponse du chef des armées. Le chef des armées, je rappelle, c'est le président de la République. On ne l'a pas entendu sur cette tribune, dite des généraux, appelée comme ça par les médias. Mais voilà, vous le savez probablement aussi que 62 généraux, la ministre des Armées a reproché d'avoir rompu le devoir de réserve. En fait, des sanctions ont été demandées. Alors, mais avez-vous reçu des sanctions? Punir 62 généraux, ça aurait été vraiment, sur le plan médiatique, quelque chose de terrible en retour. Donc, on a ciblé 6 généraux qui avaient été sollicités par les médias à l'issue de cette publication pour intervenir sur les plateaux. Et ces 6 généraux, effectivement, dont moi-même, nous avons été, selon les vœux de la ministre, traduits devant le Conseil supérieur des forces armées, siégeant disciplinairement. Et donc, c'est un avis simplement consultatif, mais cet avis a été rendu à la ministre le 19 juillet dernier. Et à ce jour, mon général, nous n'avons reçu qu'une lettre du chef d'état-major des armées nous rappelant un certain nombre de choses, les reproches qu'on nous faisait, et puis... Qu'est-ce que vous risquez? Nous risquions, en fait, comme... Vous risquiez ou vous risquez toujours? Je pense que le vent, la tempête a dû passer, je pense, sinon on en aurait déjà entendu parler, mais ce qui nous attendait, c'est ce qu'a connu le général Pittman. Je le rappelle, en 2016, la radiation des officiers généraux, des cadres des officiers généraux.
malheureusement pour lui, à l'époque il était seul, là nous étions 6 et puis en fait 62 et puis 27 000 militaires qui avaient signé cette lettre-là. Donc aujourd'hui, j'imagine que le président de la République a d'autres chats à fouetter et médiatiquement, si la sanction tombait, j'imagine que là, pour le coup, les médias s'empareraient du sujet et je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt du gouvernement et du président. Merci beaucoup. Prince, mon Altesse, pardon. Donc, ça fait 1500 ans que la France existe. Est-ce que dans 1500 ans, on entendra encore parler de la France? Est-ce qu'elle existera encore? Alors, d'abord, je suis très flatté d'être reçu dans la salle royale, à Reims, la ville des sacres, et je voulais vous remercier, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, oui, ça fait 1500 ans que la France existe, et je pense qu'on regardera toujours vers la France dans 1000 ans. J'ai bon espoir. Je dirais que j'ai amené un petit peu de fraîcheur, j'ai beaucoup voyagé, et ce qui est assez exceptionnel avec la France, c'est que vous pouvez aller n'importe où dans le monde, et les gens n'ont qu'une idée en tête, s'ils ont les moyens, c'est de pouvoir se payer un voyage pour aller en France. Et ça, c'est encourageant. Ça, c'est une des choses. Et puis, je dirais aussi qu'il y a un petit peu plus de 200 ans, nous étions la première puissance mondiale. Le monde était tourné vers la France. C'était la culture, c'était la mode, c'était la gastronomie, c'était tout ce que vous voulez. Mais la grande France, celle que nous aimons, eh bien, c'était un exemple pour le monde. Je pense qu'il reste encore un petit quelque chose de cela à travers le monde. Et c'est à nous de reprendre les choses en main pour remettre la France à sa place. La remettre au soleil, je dirais. Sans jeu de mots. Est-ce que je réponds à votre question? Je ne sais pas. Mais voilà ma réponse. Merci beaucoup. Alors, je pose une question à Pierre-Yves, parce que je sais qu'il va partir à 16h. Est-ce que tu peux rebondir justement sur ça? Est-ce que dans 1500 ans, la France sera là? Parce que tu as dit tout à l'heure voilà, que la France, elle a survécu à tous ceux qui voulaient la réaliser. Alors, à titre personnel, si tu veux, il y a une gageure au fait de répondre. Il y a une chose que j'aimerais dire par rapport à ça. Les Français sont un peuple qui est sûr, comment dire, qui surréagit au regard d'autrui. Je vais peut-être en choquer quelques-uns dans la salle, mais ça je l'ai vu énormément à l'étranger. Les Français ont deux caractéristiques à l'étranger qui peuvent être détestables. La première, c'est le seul peuple qui va critiquer son pays devant un étranger. Croyez-moi, dans certains pays, ça passe très très mal. J'ai fait pas mal entre autres, de voyages politiques. J'ai vu des dirigeants politiques insultés, je pense à un cas particulier qui avait eu lieu en Russie, des dirigeants politiques de droite, qui avaient insulté leur pays devant un francophile gigantesque russe qui est l'un des conseillers de Vladimir Poutine, qui est en plus un amoureux de la figure du général de Gaulle, qui est Dmitri Rogozine, et je peux dire que ça en était presque venu aux mains. Et ce sont des dirigeants français. Mais deuxième chose, les Français ont tendance à ne plus à témoigner de l'absence de croyance qu'ils ont dans leur pays et une absence parfois dolosive auprès des populations. Donc, la plus grande chose qui est en train de tuer la France, c'est la désaffection des Français qui se marque, entre autres, par le choix de l'élite francophobe qu'ils se sont donnés. Alors, est-ce que c'est la première fois? La France est une grande nation politique, et comme telle, elle a ses traîtres. Elle en a déjà eu, elle en a eu au XXe siècle, elle en a eu face à Sainte-Jeanne, elle en a eu, disons, pendant les guerres de 100 ans, elle en a eu à toutes les époques, et il y a un vrai problème français à ce niveau-là, c'est-à-dire que nous avons toujours, ce que l'historien Laurent Heininger appelle le parti espagnol, nous avons toujours une cinquième colonne en France. Ça, c'est dramatique, mais il faut l'avoir en tête.
Alors, est-ce que la France y survivra? Je dirais que pour l'instant, elle y a survécu. Et quand on connaît bien les pays occidentaux, si la France ne survit pas, je ne vois pas de pays occidentaux, hors peut-être la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui survivront à ce qui est en train d'arriver en termes de déclassement des formes nationales. Je vous dirais juste ceci. La France, ça a été très peu d'hommes, parfois dans l'histoire. Regardez le 18 juin 40, le 18 juin 40 au soir, la France c'est plus grand chose. Et pourtant, quand l'espoir renaît, la flamme se maintient. Et la France a toujours été l'idée de quelques-uns qui s'en sont fait une certaine idée. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Dites-moi, monseigneur, est-ce que nous, Français, aujourd'hui, nous sommes dignes de nos aïeux d'avant? J'ai l'impression que voilà, on est un peu endormis, on n'est plus ce que l'on était. Mais est-ce que cette flamme existe encore, flamme française? Je dirais que de temps en temps, parce que alors je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, en 2015, j'ai écrit un livre qui n'a été dans aucune librairie, qu'on trouvait partout, nulle part en France. Et j'étais quand même un peu ennuyeux, parce que je m'étais donné un petit peu de mal pour écrire ce livre. Et puis finalement, je me suis dit que on dérange encore. À partir du moment où on dérange encore, on existe encore. Et je crois qu'il faut utiliser cette flamme-là pour regarder la lumière qui est au bout du couloir. Donc, on a cette lumière encore. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Tournapon? Oui, alors d'abord, je voulais remercier les organisateurs. Je voulais vous faire observer qu'après la place du Trocadéro, j'avais remis mon gilet jaune en signe de solidarité avec le peuple français qui a été trahi par ses élites. Bien, alors, je crois que le capitaine Julien Brunet a parfaitement eu raison tout à l'heure d'insister sur l'aspect apocalyptique et religieux de la situation. La flamme, c'est pas une question de nombre d'électeurs, c'est pas une question de démocratie, c'est une question de transcendance, c'est une question de foi, et ça va bien au-delà d'un simple rapport de force quantitatif. La grande erreur, c'est, ça je crois que même dans nos milieux, c'est de nous imaginer que par un petit bricolage qui passerait par exemple, on passerait de la démocratie parlementaire à la démocratie directe, que tout serait réglé, mais je ne crois pas du tout. Regardez, quand Macron nous dit 65% des Français sont avec moi parce qu'ils sont favorables aux mesures que je prends, et je suis donc parfaitement démocrate, il a raison. Quand vous voyez les Suisses, qui pourtant bénéficient de la démocratie directe, dans la votation, les deux votations du 13 juin et du 28 novembre, la première fois 40% contre la dictature sanitaire, mais 60% pour, la deuxième fois 37% et 63% pour. Parce que pourquoi est-ce qu'on a revoté? C'est tout simplement parce que le Conseil fédéral, qui est l'exécutif suisse, avait falsifié les données et avait fourni de fausses informations au peuple suisse. Donc les amis de la Constitution, que nous connaissons bien, pensaient que au moins l'étiage des mécontents et des protestataires augmenterait. Mais non. Tout à l'heure, vous avez eu tout à fait raison, mon capitaine, et je rappelle qu'il y a d'ailleurs des capitaines dans les sciences qui ont fait des coups d'État, notamment au Portugal, hein, parce qu'ils avaient une grande force morale, à Othello de Carvalho en particulier. Bon, au chercheur général, mais parfois c'est un capitaine qui arrive. Eh bien, je crois que vous avez très bien fait de dire, vous avez parlé de la peur. Ma mère dit toujours, les deux sentiments primordiaux sont la faim et la peur. Ce sont les deux grands leviers qui mènent le monde. Or, que constatez-vous? Les oligarchies internationales utilisent à merveille ces deux leviers. La faim, parce qu'on promet des prébendes, des aides et des subventions aux gens s'ils sont obéissants, et c'est ce qu'on a vu en Suisse, qui a donné d'ailleurs les 63% de votes favorables à la loi Covid, parce qu'on avait promis des aides de l'État, de la Confédération. Et la peur est utilisée, comme vous l'avez dit, quotidiennement. Alors, là, vous arrivez à ce qu'on appelait autrefois la quadrature du cercle. Si vous êtes démocrate et qu'il y a 66%, donc les 2/3 du peuple qui sont contre vous, ben vous vous apercevez qu'il faut aller au-delà de la démocratie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte. Moi, je suis monarchiste personnellement. Et je suis très favorable à la démocratie directe, à vos votations. Je le trouve excellent. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'effectivement, quelqu'un pour ranimer la flamme.
Alors derrière le peuple, qui aujourd'hui est malheureusement absolument pas réveillé, regardez dans cette salle, la salle doit être pleine. Et vous êtes une poignée de héros qui est ici. Il y a aussi des gens en visio. Il y a aussi des gens en visio. Bien sûr, bien sûr. Bon. Mais il y a ensuite les élites. Alors ça, les élites, il faut en parler, parce que les révolutions ne sont pas faites par le peuple en réalité. Elles sont faites par des élites qui ont décidé de ne plus soutenir le pouvoir en place. Soit parce qu'elles sont mécontentes de leur sort, soit parce qu'elles ont des choses à reprocher aux gens qui gouvernent. Donc là, les élites sont massivement derrière le gouvernement, et les gouvernements, on peut appeler les gouvernements des grandes démocraties occidentales. Donc il y a tout un problème au niveau des élites. Alors moi-même, j'en fais partie des élites, mais le simple fait qu'au nom de la vérité, je m'élève, parce que je dis, je reprends la phrase de Saint-Augustin, primum veritas, d'abord la vérité, deinde caritas, ensuite seulement la charité. Et bien, le simple fait de dire la vérité, mais je prends tout le temps des risques, sans arrêt. Je suis victime de tracasseries incessantes. Bon, mon statut fait que je suis indépendant, comme le sont les magistrats. Mais il faut quand même qu'il y ait un moment où les élites sortent du règne du mensonge et de la falsification, parce que très souvent, les gens qui participent à l'élite sont au fond d'accord. Mais ils disent, moi je m'en mêle pas, il ne serait pas de mon intérêt de me faire remarquer. À ce moment-là, évidemment, c'est extrêmement compliqué, parce que le peuple lui-même ne va pas prendre le pouvoir. Regardez les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, étant lâchés par les élites, n'ayant personne dans leur rang pour défendre leur point de vue, ont été écrasés. Bon, ensuite, il faut le chef. Alors ça, c'est la dernière, c'est la pointe de la pyramide. Alors le chef peut être un chroniqueur de talent, on en connaît un qui est tout à fait brillant et pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, c'est Zemmour. Un général courageux, le général Martinez, le général Couston, il y a un capitaine, comme on l'a dit, un prince, c'est on a cité Pierre Boutan tout à l'heure, philosophe anarchiste, qui a dit le droit du prince est du besoin du peuple. Ah, le besoin du peuple est flagrant, le droit du prince est né aujourd'hui. Parce qu'on vous dit, mais oui, mais votre prince, est-ce qu'il est dans la bonne branche du bon truc? Mais moi je dis que le prince qui sauverait la nation serait par définition légitime, tout de suite. Hugues Capet, on ne va pas demander de qui le fils il était. Hein, pas plus que Charlemagne. D'ailleurs, Charlemagne, quand même, était plus ou moins un usurpateur. Il était quand même descendant des mères du pape, il ne faut pas l'oublier. Et quant à Napoléon Ier, bah, il ne s'est pas embarrassé de scrupules pour dire « je suis encore des Français ». Donc il y a un moment où il faut arrêter avec les querelles dynastiques et les questions juridiques. Bon. Donc ça peut aussi être une femme politique, courageuse. Moi j'ai apprécié que Marine Le Pen, récemment, s'insurge contre la dictature sanitaire et contre ce passe sanitaire qui est horriblement dangereux. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste parce que vous avez un vaccin qui est plus ou moins discutable, effectivement, qui est très discutable, surtout chez les jeunes. Mais demain, on peut mettre dans ce pass sanitaire beaucoup d'autres choses. Regardez, et ça m'a frappé, à quelle vitesse, quand vous présentez votre machin, vous avez immédiatement la réponse. Regardez à quel point la technologie nous menace. Toute cette dictature, ce totalitarisme qui est en train de gagner comme une gangrène, jusqu'en 2000, il n'aurait même pas été envisageable, parce qu'il n'y avait pas la technique pour le faire. Vous ne pouviez pas envoyer un signal comme ça à travers l'espace avec une réponse instantanée. Là, il faut une fraction de seconde pour que le téléphone portable de votre contrôleur vous envoie le feu vert. Ce qui veut dire que demain, on peut faire ça pour toutes vos idées politiques, votre origine raciale, votre origine religieuse. C'est la question de savoir si vous avez été dans tel ou tel meeting à Reims, si vous avez payé ou non vos contraventions, si vous avez une voiture qui consomme plus qu'une autre, mais on peut vous persécuter 24 heures sur 24, 365 jours de l'année. On peut effectivement vous réduire complètement à l'état d'esclave. Alors, lorsque je dis aux gens, mais est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment? Ils sont toujours dans la délégation, bien sûr. Ils sont dans la délégation. Mais non, vous êtes un complotiste. Mais qu'est-ce que c'est qu'un complotiste? C'est pas un comploteur. C'est quelqu'un qui a soupçonné, avec quelques raisons, l'existence d'un complot. Or, là, il y a ce qu'on appelle en droit, ce qu'on pourrait dire un faisceau d'indices convergents. On a quand même trop de suspicions légitimes à l'endroit de l'origine du virus, de sa gravité réelle, de l'innocuité des vaccins, de la manière dont l'épidémie a été gérée par les pouvoirs publics dans le monde entier, pour ne pas, en effet, se poser la question de savoir, comme vous l'avez dit très bien, est-ce qu'il n'y a pas une guerre contre les peuples? Et c'est en plus, on ne s'en cache pas. Quand vous écoutez Klaus Schwab, Bill Gates et George Soros, ils vous disent
Il faut ramener l'humanité de 7,5 milliards à 500 millions. Et qu'est-ce qu'on fait des 7 milliards excédentaires? C'est quand même une question à laquelle on a le droit de poser. Alors, c'est pas être complotiste que de poser des questions embarrassantes. Merci beaucoup, mon professeur. Voilà, mon professeur. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Christian Van Est? Et après, je vais prendre les questions du public. Est-ce que voilà, l'État aujourd'hui est un peu l'ennemi du peuple? Alors, je ne crois pas du tout. Hein. Je pense que votre interrogation générale porte sur l'État-nation. Hein. Je voudrais simplement rappeler que dans ce domaine, la France est un pionnier, c'est-à-dire que c'est elle qui a créé l'État-nation. Et ça ne date pas de la République, contrairement à ce que certains laissent entendre, ça date de beaucoup plus longtemps. Ce sont comme disait Maurras, ce sont les 43 qui ont fait la France. Et à Bouvines, l'État-nation existait déjà. Bon, il n'était pas complet, il n'était pas très structuré, mais il existait déjà. Alors je pense que cette histoire ne doit pas se terminer. Je pense que nous avons encore un grand bout de chemin à faire, à condition bien sûr de mener ce que Zemmour appelle la reconquête, c'est-à-dire de faire en sorte que la France redevienne... Mais est-ce que c'est pas trop tard cette reconquête? Ou est-ce qu'on peut encore... Je ne crois pas du tout que ce soit trop tard, dans la mesure où, Dieu merci, la France est aussi une démocratie. L'État-nation, c'est ce qui est bien dans l'État-nation, c'est que c'est finalement le lieu de la liberté, dans la mesure où c'est le lieu où un peuple se prend en main et décide de son destin. Et ne soumet pas ce destin aux autres. Donc ce qui compte, c'est que la France récupère cette maîtrise de son destin, et c'est tout à fait possible, notamment après l'élection présidentielle qui mettrait au pouvoir quelqu'un qui serait clairement souverainiste et attaché, c'est l'autre pilier, à l'identité française. Parce qu'un État-nation, c'est quoi? C'est une entité politique qui a été créée par l'État, du haut, on vient de dire, ce qu'on a le droit de créer la France, mais en même temps, qui a réalisé une unité culturelle, une identité culturelle, qui ensuite a rayonné sur le monde entier. C'est le cas de la France. Je pense que donc il n'est pas trop tard pour refaire ce chemin, à condition effectivement de récupérer pleinement notre souveraineté, un, par rapport à l'Europe, et deux, par rapport à ce que Rogeron appelait tout à l'heure les traîtres, c'est-à-dire effectivement cette pseudo-élite française qui liquide la France au fur et à mesure, et je pense d'ailleurs que le président actuel, Macron, est finalement une sorte de caricature de cette élite. Je pense que, de ce point de vue-là, il faut être tous gaullistes au sens très large du terme, c'est-à-dire, vous savez, se rappeler la conclusion que De Gaulle donnait à ses mémoires de guerre, dire que, certes, la France est allée sans relâche de la grandeur au déclin, mais qu'elle va aussi se redresser avec le génie du renouveau qui lui est propre. Merci beaucoup, M. le député. Alors, on a à peu près 25-30 minutes de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas, monsieur. Le micro à monsieur en rouge. Avec son survêt, voilà. Pas sa capuche. Allez-y, dites-nous à qui vous voulez poser la question, et une question brève, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être bref. Je vais essayer. On a parlé d'élite tout à l'heure. L'élite est concernée par les vaccins. Mais c'est vrai que certains passeront peut-être à côté, ou en tout cas, ils espèrent y passer à côté. Moi, pour recentrer le débat, c'est là-dessus que je voudrais poser ma question. Quand est-ce qu'on crée une organisation pour se battre? Je vous le dis comme ça parce que non seulement individuellement, je me suis battu, ça m'a coûté cher déjà, je suis prêt encore à le faire tant que je suis debout, mais il y a un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Alors ça a été débattu, mais je vous dis franchement, au-delà des kilomètres que j'ai fait, jusqu'à présent, je suis désolé de vous le dire, je me sens encore vide. Alors, à qui vous la posez la question, cher monsieur? À celui qui veut me répondre, peu importe. Alors, monsieur veut répondre. Alors, je veux répondre, parce que le professeur veut répondre. J'ai parlé des élites et cet intervenant a tout à fait raison. L'élite va un jour peut-être se rendre compte qu'elle aussi est prise au piège. Alors ça, il peut y avoir tout à fait des événements qui entraînent une prise de conscience. C'est parce que la vie, très souvent, l'histoire est une caricature de ce qui avait été projeté. Et bien des mégalomanes dans l'histoire s'en sont rendus compte. Donc il est tout à fait possible que d'un coup, il y ait un dérapage à la suite des faits, par exemple, secondaires du vaccin,
et qui atteindrait des proportions inimaginables, et alors là, évidemment, ça change toute la donne complètement. Aujourd'hui, il ne se passe rien, c'est pour ça que c'est le calme plat. Mais il faut quand même que cette prise de conscience intervienne dans les esprits, il faut que chacun fasse son devoir. Il se passe, disons que ce n'est pas non plus flagrant, mais c'est vrai qu'il se passe des choses. Ça monte en puissance, mais c'est pas encore assez. Non, mais c'est pas majoritaire. C'est pas majoritaire. Voilà, c'est pas Voilà, quand il se passe rien, on dit c'est pas majoritaire. Oui, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, on les a dénombrés. On sait qu'il y a eu 10 000 morts en France, il y en a je ne sais pas combien de milliers dans l'Union européenne, je ne sais plus, c'est 50 000, un truc comme ça. C'est beaucoup trop, c'est complètement insensé. Alors c'est très curieux parce que pourquoi ça frappe certaines personnes et pas d'autres? Il y a des gens qui n'ont absolument aucun effet secondaire. Mais on s'est posé la question s'il n'y avait pas des placebos, enfin c'est toute une histoire. Mais donc il faut qu'il y ait déjà une prise de conscience. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle j'insiste, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un projet politique précis, il faut qu'il y ait une doctrine. C'est ça qui a manqué aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'avaient pas de projet politique, c'était tout à fait, ça partait dans toutes les directions. Il n'y avait pas de doctrine, c'est-à-dire il n'y avait pas une doctrine de l'État, du pouvoir, de la société, une réflexion collective. Or, il est difficile de faire sortir d'un peuple amorphe une doctrine, une pensée politique. Donc ça, c'est de nouveau le rôle des élites. Donc il faut travailler, parce qu'il faut que chacun résiste, et que chacun fasse son devoir, notamment, moi je passe mon temps à faire des observations désobligeantes à ceux qui me demandent un pass sanitaire. Et je leur présente et on me dit mais vous êtes désagréable, Agis, je suis désagréable pour votre bien, vous devriez en faire autant. Et si chacun le faisait, déjà, au lieu de se soumettre lâchement, bon, déjà, ça serait quelque chose. Ensuite, il faut manifester, évidemment, il faut faire tout ce qu'il faut, mais il faut parler autour de nous beaucoup plus. Les gens ne veulent pas d'ennui, les gens sont, en fait, je dirais qu'ils ont été abolis par 70 ans de paix et de consommation. Et là, alors c'est pour ça qu'il y a cette dimension apocalyptique et religieuse. Ceux qui veulent bien voir verront, et ceux qui ne veulent pas vont devoir subir dans leur chair leur aveuglement. Finalement, je crois que c'est ça. Merci, merci mon professeur. Une autre question? Qui veut poser une question? Attendez, plus haut là-bas. Monsieur là-haut, pas bien. Ouais, voilà, monsieur là-haut. Question courte, hein, et tu cibles la personne à qui tu poses la question. Bonjour. Votre Altesse Royale, ma question, elle sera pour vous. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, je suis étudiant haut fonctionnaire, je suis polytechnicien, je viens de finir, et là je suis rentré dans les corps d'État, avec tout ce qu'on peut en dire. Et vous voyez, j'ai 23 ans et j'aime la France. Cet été, j'étais sur la tombe du général de Gaulle, je l'ai bien aimé. Je suis allé à Domremy, et vous le savez, vous êtes une des personnes les mieux placées dans la salle pour le savoir, la France, sous 15 siècles de monarchie, est baptisée. La France, on a parlé de souveraineté, capitaine, vous en avez parlé. Cette souveraineté, cette spiritualité, pardon, vous en avez parlé, mon capitaine. La France est baptisée, le baptême de Clovis, sous Louis XIII, ou alors Jeanne d'Arc, qui vient et qui a l'épée, puis en fait son chapelet à la main. En fait, cette place de la Vierge Marie, en fait, dans la France, elle est là. Et du coup, votre Altesse Royale, on parle de spiritualité, et du coup, il n'y a aucun tabou. Même sur la Troisième République, 70 députés avec Sainte-Faustine consacrent en fait la Troisième République à la Vierge Marie. Pour vous, quelle est cette place, en fait, justement, du christianisme, en fait, et pour vous, quelle est votre place dans la vie politique française? Merci Thomas pour cette question. Alors, il est évident, les origines chrétiennes de la France, qui peut nier ça? C'est totalement stupide. Maintenant, je parlerai d'autre chose. Je dirais que les rois de France qui ont fait la France, se sont battus pour la France, étaient tous là de droit divin. Et ça, c'est un privilège français. C'est-à-dire que le roi de France devait rendre des comptes à Dieu. Et c'est peut-être pour ça qu'il faisait très attention au bien commun, au bien de son peuple. Quand il disait, quand il s'est adressé, parler de lui-même, il disait « nous ». Quand il disait « nous », c'était pas lui tout seul, c'était lui et tous les Français. Je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants, ceux qui ont eu les rênes de la France depuis un certain temps, doivent des comptes à personne. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est-à-dire que si vous devez rendre des comptes à personne, libre à vous de faire exactement ce que vous voulez. Et puis, de toute façon, dans 7 ans ou dans 5 ans maintenant,
vous refilez la patate chaude au prochain, donc vous pouvez faire toutes les dettes que vous voulez, vous pouvez faire des réformes toutes plus stupides les unes que les autres. De toute façon, ce sont ceux qui suivront, qui se débrouilleront avec cela. Alors je ne sais pas si, encore une fois, je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez, mais je pense qu'un chef d'État doit pouvoir rendre des comptes, et pour moi c'est important. Merci beaucoup. Une autre question? Attendez. Ça pose une question tout à l'heure. Un nouveau. Vous avez une question là, lui aussi il a posé tout à l'heure. Non, donc quelqu'un de nouveau. Ah, le gilet. Non. Allez, alors, le gilet, on a parlé tout à l'heure, quelqu'un de nouveau. Je veux vraiment quelqu'un de nouveau qui n'a pas posé de question. Ah ben monsieur là, monsieur m'a posé de question? À l'écharpe. Non, 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 non. Monsieur à l'écharpe. Bah ouais, sinon c'est quand même plus intéressant, c'est encore renouveler tous les jeux. Voilà. Alors, juste une petite question à mon capitaine. Alors je reviens ça par rapport à ce qui a été dit sur le fait que les élites, pour l'instant, il faut attendre parce qu'elles se rendent compte comme quoi elles sont dans le même panier que nous. Le problème, c'est qu'elles peuvent s'acheter des bénéfices que nous, on ne peut pas s'acheter. Un privilège. Voilà. Notamment, par exemple, des faux passes. Moi, si le renouvellement du pass, c'est tous les 3 mois, je n'ai pas les moyens de le faire. Et de toute façon, je ne veux pas le faire, par principe. Et donc, je me posais la question, parce que moi, pour le coup, j'ai fait 2 ans d'armée aussi. Et je suis un grand fan de stratégie. Mais quand on m'agresse, globalement, que ce soit en stratégie ou même à l'armée, ce pourquoi on nous formait, c'était de neutraliser l'adversaire. Et là, même si on n'a pas forcément de plan pour recréer la France derrière tout ça, ne faudrait-il pas déjà neutraliser l'adversaire? L'adversaire ou l'ennemi? J'ai déjà resté pour toi. Restons pour toi. Mais quand je parlais d'ennemi, je reprenais encore une fois le vocable de ce cher Emmanuel Macron, qu'il a utilisé dans les colonnes de Paris Match. On en a parlé tout à l'heure. Votre question, c'est la question à 100 000 euros, et peut-être un jour, j'espère, 100 000 francs. Si nous redevenons souverains. Si nous redevenons souverains, donc ça passera bien sûr par là, oui, ça passera nécessairement par un choc de volonté. On connaît bien, c'est la dialectique guerrière. Hein. C'est les volontés qui s'entrechoquent. Des personnes en face ont la volonté de nous nuire, voire de détruire, de liquider notre héritage d'État-nation, qui est un héritage très fort, dont nous sommes notamment les pionniers, les inventeurs, et qui a été exporté à succès. Pourquoi? Parce que ça offre, alors bien sûr, selon les particularismes locaux et les cultures, différentes choses. Mais pourquoi? Parce que ça offre une densité, une efficacité sur un pays qui est intéressante, qui apporte en fait un primat à ce pays. C'est un État qui est fort, il faut une administration puissante. Pour qu'un État rayonne, enfin qu'un pays rayonne, qu'un pays soit bien géré, il faut une administration puissante. Je dis bien puissante, je dis nombreuse. Puissante et efficace. Corrélée à une nation, nous approchons bientôt de la nativité, de Noël, nous naissons, donc on peut parler de la naissance, ce qui fait, on a parlé avec Christian Vanest encore hier, de ce qui fait de nous des citoyens, le fait de naître, alors on parlait du droit du sang, du droit du sol, toutes ces choses-là, mais ce concept d'État-nation est un concept très fort qui, en fait, peut nous permettre d'affronter la tempête provoquée par les élites mondialistes, les élites entre guillemets. Ce modèle, en fait, très resserré, très dense, apporte une force administrative, une très grande légitimité populaire, si bien sûr il n'y a pas eu cet écart croissant créé entre la légitimité et la légitimité, comme on en parlait tout à l'heure. Maintenant, nous allons nous approcher de ce choc, inexorablement, si la légitimité croît. Que la loi reste dure, pour certains, créant donc des privilèges, donc quelque chose qui est insupportable à l'ère de la communication tous azimuts, où on sait parfaitement tout ce qui se passe en temps réel. Et même des conseillers autour
de Macron-Castex, parfois peuvent être ulcérés par ce qui se passe et envoient des petites informations pour faire comprendre ce qui se passe en sous-main. Tellement c'est insupportable d'injustice. Donc une société injuste est une société qui ne vivra pas longtemps. Toutes les dictatures tombent. Même si nous sommes actuellement dans une forme de tyrannie sanitaire qui confine et qui a des relents parfois totalitaires, voire dictatoriaux, si demain il y avait une montée en puissance de l'appareil d'État, notamment militaro-policier, on pourrait confiner à cela. Mais néanmoins, vous êtes en face, vous constituez une force inarrêtable. Le peuple réuni, et pour répondre à monsieur qui se sentait, j'en suis désolé, vide, un peuple uni est inarrêtable, même par rapport à toutes ces élites qui ont savamment créé, préparé la liquidation de notre héritage. Et j'en suis sûr, ils ne vont pas y arriver, et je le dis souvent, ils ont déjà perdu, et vous voyez des signaux faibles, ce qu'on appelle des signaux faibles, qui sont en train de se renforcer, le signal est en train de se renforcer, ça devient des signaux forts, c'est leur vitesse. Un adversaire, un belligérant, un ennemi qui accélère, soit il est en position de supériorité, qui va très vite, très bien, soit aussi il accélère parce qu'il sait qu'il est en train de perdre la partie. Et donc il est en train de tout faire pour reprendre l'initiative. Cette initiative, c'est eux qui l'ont actuellement. Ils ont toujours un coup d'avance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément de l'information et du renseignement au cœur de l'appareil d'État, et c'est normal, parce que l'appareil d'État est cloisonné pour permettre la sécurité en fait de l'appareil d'État, c'est normal. Voilà. Mais si nous avions des informations plus nombreuses, ça pourrait permettre, il y a des lanceurs d'alerte, ils existent. Ces informations permettraient en fait de redonner de l'information au peuple, et pourquoi pas demain, réunis, mais surtout synchronisés et coordonnés, surtout ça, c'est le plus dur, arriver en fait à reprendre l'initiative. Et c'est si demain on reprend l'initiative, nous le peuple, que nous pourrions eh bien, récupérer, en tout cas consolider dans un premier temps, et ensuite rebâtir ou redresser ce qui a fait notre puissance et notre grandeur, c'est l'État-nation, à mon sens. Merci mon capitaine. Mike, je voudrais poursuivre, si c'est possible, pour dire que, effectivement, tout est cloisonné au niveau du pouvoir, et le meilleur exemple, c'est cette crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés. Il faut bien reconnaître que les citoyens français sont plongés dans la souffrance depuis de nombreux mois maintenant. Et on parlait de démocratie tout à l'heure. C'est vrai que la démocratie représentative ou la démocratie directe, c'est bien joli, mais encore faut-il ensuite pouvoir l'appliquer. Et aujourd'hui, vous parliez, mon capitaine, de tyrannie, entre guillemets, mais il faut bien se rendre compte que dans la gestion qui est conduite aujourd'hui, le pouvoir, et en particulier le président de la République actuelle, joue un jeu dangereux. Parce que quand on réalise l'utilisation de ces fameux conseils de défense, je rappelle quand même que le conseil de défense, comme son nom l'indique, concerne les affaires de défense. Et que ce conseil, lorsqu'il était utilisé, c'était 3 ou 4 fois dans l'année, et ça concerne les affaires de défense. Là, ce conseil est utilisé en permanence, à répétition, et comme ça concerne effectivement quelque chose de secret, tout ce qui s'y dit, personne ne le sait. En plus, c'est couvert par le secret pour une cinquantaine d'années, donc nous ne connaissons pas, nous ne savons pas ce qui est décidé par le président de la République et ses ministres. Et donc là, il y a un vrai problème de démocratie. Et ce problème, il va falloir un jour ou l'autre le régler. Parce que dans cette affaire, moi je veux quand même avoir des réponses, et nous sommes en mesure d'exiger un certain nombre de réponses. Pourquoi, quand on parlait des complotistes et des comploteurs, les complotistes se battent aujourd'hui contre les comploteurs. Et vous m'aviez déjà dit en interview que l'État, lorsqu'il y a entre guillemets une pandémie, déjà il y a un protocole qu'il n'a pas utilisé. Absolument. Donc là, les questions qui peuvent se poser, c'est dans un premier temps,
Pourquoi, au début de la pandémie, lorsque la gestion a commencé, on a interdit ce qui était prévu? Alors là, c'est le militaire qui parle. Hein, même en temps de paix, dans le monde militaire, dans nos forces armées, nous planifions des opérations pour qu'elles soient analysées et pouvoir être mises en œuvre le moment venu si une crise survient. Là, l'État, c'est la responsabilité de l'État, pas seulement en défense, dans tous les domaines. Et le problème sanitaire en est un sérieux. Alors pourquoi cette planification qui existe n'a pas été appliquée? Et dans cette planification, deux des mesures majeures qui devaient être appliquées dans l'éventualité d'une pandémie, c'était, première mesure, le contrôle aux frontières. On sait pertinemment quel est l'avis du président actuel sur le sujet des frontières, donc pas de frontières. Le deuxième sujet, la deuxième mesure majeure, c'est que la première ligne de combat sur cette pandémie, c'était les médecins de ville. Et pourquoi? Donc moi je pose la question, et j'attends une réponse de l'État et du président de la République. Elle est légitime cette question. Pour quelle raison il a interdit aux médecins de traiter? D'autant que nous n'avions pas de vaccin disponible à l'époque. Que fait-on en période d'urgence? On laisse les médecins faire leur travail. Donc là, il y a une faute majeure. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute majeure, volontaire, qui a été utilisée. Et je dirais même que c'est une démarche criminelle, parce que cela a conduit dans un premier temps un certain nombre de malades à rester chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas prendre du Doliprane éventuellement, mais qui, le moment venu, c'était trop tard. Et puis, je rappelle également l'utilisation dans les EHPAD du Rivotril, c'est-à-dire l'euthanasie de nos enfants. Donc, moi, j'exige des réponses à ce refus d'appliquer ce qui était prévu. Merci, mon général. Nous exigeons des réponses, nous tous. Nous exigeons des réponses. Alors, prochaine question. Le jeune homme avec la belle chemise blanche. Là, il est là. Ici. Très jolie chemise blanche, j'ai bien pensé. Pour ça, il faut poser la question. Alors, je prends juste 30 secondes. C'est même pas une question. On parlait d'idées d'action. Beaucoup de personnes sont venues ici pour se demander qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors des manifestations. Donc je vais me permettre en une minute d'exposer quelques idées. Déjà, c'est dans chaque canton, dans chaque ville, chaque département, qu'il y ait des groupes qui se créent, donc ça c'est déjà fait. Et il faut travailler en intercollectif maintenant, c'est-à-dire qu'il y a Réinfo Covid, il y a le RSA, il y a Bon Sens, il y a ceci, il y a cela, des petits collectifs indépendants qui sont existants. Il faut à tout prix créer déjà un maillage au niveau régional, donc créer des rencontres avec tous ces collectifs et mener des actions communes, simples, que tout le monde peut faire. Nous, pendant la marche du réveil, on s'est rendu compte que finalement, on est dans une guerre de communication, donc ce qui est important, c'est de communiquer, et il faut utiliser tous les outils à notre disposition, à la fois pour réinformer les gens et les sensibiliser sur ce qui se passe et les mettre devant les faits accomplis. Donc en idée de communication, c'est de créer des équipes, déjà. Qui fait quoi? Répartir l'école en fonction des compétences de chacun. Affichage, tractage, rencontrer les maires, rencontrer les commerçants, les parents d'élèves, faire du mailing, ça on n'y pense pas assez, donc on peut acheter des bases avec des millions de mails et on balance plein de mails, au moins un par jour. On envoie des mails à des millions d'adresses mail, ça c'est quelque chose qu'on peut faire, que les entreprises font pour communiquer dans la publicité. Du phoning également. On néglige le fait qu'aujourd'hui, pour faire du démarchage commercial, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les gens, ça se fait encore et ça fonctionne, même si des fois les gens raccrochent, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Si sur 10 personnes appelées, il y en a une qui est réceptive et qui accepte l'information qu'on veut lui donner, c'est énorme. Donc c'est quelque chose que chacun devrait faire. Rencontre chefs d'établissement scolaire, je l'ai dit, et également voir les producteurs locaux, les sensibiliser également sur le fait qu'aujourd'hui, il y aura probablement des pénuries alimentaires qui sont programmées, et c'est mettre ces gens-là devant le fait accompli qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui peut arriver et qu'on va avoir besoin d'eux pour subvenir aux besoins fondamentaux de la population.
par rapport aux maires, je parlais tout à l'heure de créer des équipes pour aller voir les maires par secteur. Les maires, il faut également les mettre devant leurs responsabilités vis-à-vis du fait qu'aujourd'hui, ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour subvenir aux besoins fondamentaux de la population en cas de famine ou de crise quelconque. Normalement, le maire doit avoir fait et mis en place toutes les dispositions nécessaires pour que les gens puissent avoir un minimum à manger, chose qu'ils ne font pas. Donc ça, je vous invite à vous rapprocher de la brigade d'ICRIM créée par Alexandre Boisson. Vraiment bref, s'il vous plaît. Ok, donc voilà, pour finir, en gros, faites des équipes, répertoriez les gens en fonction de leurs compétences et de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils peuvent faire, et soyez tous les jours sur le terrain. Merci. Même si vous n'êtes pas nombreux, soyez sur le terrain. Merci à vous. Alors vous, professeur, qui êtes un homme de médias, parce que voilà, on a parlé de communication, vous êtes un homme de médias, est-ce que voilà, justement, la communication va rentre en jeu justement dans cette crise sanitaire? Oui, énormément, bien sûr, c'est une guerre de l'information que nous vivons. Les oligarques se sont rendus compte que les guerres anciennes, les destructions du bombardement, des lance-flammes et des mitrailleuses, ça faisait mauvais effet. Donc il y a une guerre de l'information, c'est une guerre aussi psychologique. Et ce que propose monsieur à la chemise blanche, on l'a appelé tout à l'heure, eh bien, il y a monsieur à la chemise noire qui a demandé la parole aussi dedans. On va lui donner, c'est le prochain. Mais il a tout à fait raison. Il faut que, quand j'ai dit que chacun fasse son devoir, c'est à cela que je faisais allusion. Vous avez 100 fois raison. Il faut, parce que chaque fois que vous commencez à parler et à faire prendre conscience, vous avez d'abord une réaction inflammatoire chez vos interlocuteurs parce qu'ils ne peuvent pas admettre ce qui pour eux est indicible, épouvantable, parce qu'ils disent mais non, tous ces gens pour qui on a voté, ils n'ont quand même pas voulu nous assassiner, c'est pas possible. Alors il faut y aller tranquillement, il faut y aller doucement. Vous savez, c'est comme un médecin qui administre un antidote. Il ne faut pas qu'il y ait de trop de réactions inflammatoires de l'organisme, sinon ça provoque un choc anaphylactique. Il faut y aller doucement, et là, la graine germe. Les mêmes personnes qui au début vous traitaient de fous, de parano, de complétistes, vous disent après, et j'ai quand même réfléchi à ce que vous avez dit, je me demande si vous n'aviez pas quand même un peu raison. Et là, ça y est, c'est-à-dire qu'ils ont leur esprit a recommencé à fonctionner. Parce que comme l'esprit ne fonctionne plus quand il est inhibé par la peur ou par la faim, ce qui était les leçons de ma mère quand j'étais enfant, elle avait tout à fait raison. C'est pour ça qu'on dit toujours « ventre affamé n'a point d'oreille ». Mais c'est exactement la même chose avec les gens qui paniquent. Tous les gens que nous voyons sont soumis en permanence à ces deux stimulus, ces deux stimuli plutôt. Eh bien, dès lors que vous les prenez calmement, de manière pédagogique, et que vous leur dites « mais voyons, raisonnons », regardez, vous sortez dans la rue, vous n'enjambez pas les cadavres, enfin voyons, rien à voir avec la peste bubonique, rien à voir avec la variole. Ça veut dire que vous devez aussi, pour enseigner vous-même, avoir des chiffres, avoir des arguments. Et là, petit à petit, vous les amollissez et vous faites tomber cette carapace de peur et d'avidité qui, et ils vont se dire, mais, et puis il faut leur dire que la peur pourrait changer de camp, et si vous, ça vous arrive d'avoir un problème à la suite de la vaccination, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez beaucoup tracté? Alors, moi, vous savez, je fais déjà beaucoup de choses, alors s'il faut tracter en plus... Non, mais parce que ça vous... C'est bien gentil, mais moi je fais déjà des émissions qui me prennent un temps fou. Et vous parliez de tracter et d'expliquer aux gens, je voudrais bien savoir si vous avez cette expérience-là. Il est arrivé quand j'étais plus jeune de tracter, et je crois que mon temps est utilement employé à faire une émission avec 300 000 auditeurs. Je peux toujours placarder un tract, j'aime bien faire de temps en temps des graffitis. Je le fais, bien sûr, avec un feutre indélébile, mais bien sûr. Et je vous donnerai, j'ai même écrit Macron égale aime le maudit, vous voyez. Vous n'êtes pas un tagueur, je suis un tagueur du dimanche, voilà. Monsieur Tag, mais j'ai pas toujours le temps pour m'adonner à ce passe-temps, j'ai parfois d'autres activités. Alors, on va donner, merci beaucoup professeur, la parole au jeune homme qui est là, devant. Le terrain existe. Il est là. Merci beaucoup. La question, ce serait, alors, lorsque nous... À qui? À la personne qui voudra bien me répondre aussi, j'ai pas de personne, je dis personne en particulier, mais lorsque nous aurons gagné la guerre, donc à l'heure de la reconstruction, on va hériter d'un pays qui sera ultra divisé, une nation en tout cas avec avec des cultures différentes, des confessions religieuses différentes, et notamment une génération justement multiculturelle à qui on n'a pas appris à avoir un sentiment d'appartenance ou à aimer son pays ou à aimer les différences du prochain. Selon vous, quel levier
concrètement nous pourrons mettre en place pour renforcer ce sentiment d'appartenance et que... Alors qui veut répondre à ça? Voilà. Merci. J'ai quelques idées encore, je suis désolé, il y a moi qui parle ici. Enfin bon, il y a... Chacun de vous répond. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs leviers. Et le premier, c'est effectivement des votations à la Suisse avec une prise en compte. Il faut que chaque citoyen acquiert une culture civique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux gens de voter sur des sujets qu'ils ne comprennent même pas et qu'ils ne maîtrisent pas. Donc si vous avez une culture civique, vous obtiendrez des bonnes votations. C'est exactement comme ça que ça se passe en Suisse lorsque les votations fonctionnent. Ensuite, par l'éducation. Moi, je donne des cours à la faculté, à des gens qui ont entre 20 et 25 ans. C'est à quelle fac? Je suis à la fac de Paris 12, alors c'est pas Paris 12e. Non, Paris 12, c'est Paris 12, c'est Paris-Créteil. Alors, j'ai des étudiants, leur ignorance est profonde. Ils n'ont jamais entendu parler de choses dont nous discutons ici tous les jours, si l'on peut dire. Ils sont totalement le nez sur le guidon. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le passé, l'histoire, le futur, tout ça, on passe complètement au-dessus de la tête. Il faut rétablir une culture civique, c'est indispensable. Ensuite, il y a un troisième levier très important. Il faut que l'État cesse de piller le travail des Français et les patrimoines privés. Il faut répéter que les propriétés, le travail des Français n'appartient pas à l'État. Il appartient aux Français. Et c'est un vol organisé qui, d'après saint Thomas, est passible de la peine de mort que d'extorquer des taxes abusives et confiscatoires. Je rappelle que sous l'Ancien Régime, et d'ailleurs c'était pour ça qu'on n'arrivait pas à augmenter les impôts, il fallait réunir les États généraux, obtenir le consentement de tous pour rétablir des taxes. Aujourd'hui, d'un simple trait de plume, d'un simple décret, on peut augmenter votre imposition, vous exonérer comme ça. C'est pas possible. Ça ne peut pas continuer. Il faut que les gens aient la possibilité de se constituer un patrimoine. Alors, lorsque Hollande a dit « je ne veux pas d'une France de propriétaires », mais moi je dis aussi « je voudrais une France de propriétaires », parce que tout propriétaire est quelqu'un qui forcément commence à réfléchir et à se poser des questions pour l'avenir, pour sa famille, pour son patrimoine, et qui commence à devenir libre. C'est pour ça que le droit de propriété est très important. Et voilà pourquoi les régimes totalitaires ont voulu le faire disparaître. Merci beaucoup. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que chaque Français puisse avoir une chance de devenir riche. C'est ça l'ambition. Je trouve navrant aujourd'hui, quand on voit des manifestations sur les retraites, et qu'il y ait des jeunes de 18-20 ans qui manifestent. 18-20 ans, c'est la dernière chose auquel je pensais, c'était ma retraite. J'avais toute la vie devant moi. Enfin, ceci dit, j'irai un peu dans votre sens, et je dirais que le problème aujourd'hui, c'est que les Français sont au service de l'État. Et en fait, c'est l'État qui est au service des Français. Et je pense que nos élites qui sont à la tête de l'État ont oublié ce détail. Merci. En général, oui, c'est effectivement un sujet majeur de notre société aujourd'hui, et là l'État est responsable finalement de la situation que nous connaissons, mais il est responsable depuis une bonne quarantaine d'années maintenant. Pour qu'une société, quelle qu'elle soit, ait un véritable avenir, moi je considère qu'elle doit d'une part, par l'école déjà, qui nécessite aujourd'hui une refondation complète, parce qu'on a oublié, finalement, elle a failli à sa mission. Tout part de l'école au départ. Mais cela étant, une société, pour qu'elle ait un avenir, tout peuple, toute nation, si on veut que cette nation vive et survive, a quand même un passé. Et il semble qu'on ait oublié beaucoup, au cours de ces dernières années, le passé de la France. On rappelait tout à l'heure les 15 siècles d'histoire chrétienne de notre France, de cette France que certains, et moi je considère de cette France éternelle, que nous devons viser. Moi je considère également que pour qu'il y ait maintenant un avenir, il faut bien sûr penser au passé, au présent, mais une société doit avoir un minimum de cohérence interne. Sinon, c'est une division, c'est la division, et d'ailleurs c'est ce que l'État, depuis de nombreuses années, engage, c'est évident.
Ça, on parlait du président Macron, avant même qu'il soit président, il a divisé les Français, c'est sa devise. Il a commencé, lorsqu'il était ministre de l'économie avec le président Hollande, si vous vous souvenez bien, faire une discrimination, enfin là, pas encore à ce moment-là, mais il avait supprimé la défiscalisation du supplément de des allocations familiales pour les familles nombreuses. Ce supplément a été défiscalisé, donc ça a été à ce moment-là fiscalisé. Mais un peu plus tard, quand il a été président, je crois, à ce moment-là, oui, le problème de la discrimination inimaginable entre les actifs et les retraités sur l'affaire de la CSG. Et ensuite, il a poursuivi aujourd'hui, dans cette crise sanitaire, entre diviser et monter les Français les uns contre les autres, entre les vaccinés et les non-vaccinés. Voilà. Donc, pour qu'on retrouve une situation apaisée, je pense qu'il faudra de nombreuses années maintenant, mais le combat qui doit être engagé maintenant, c'est un combat culturel et souverainiste. Voilà. Merci, mon capitaine. Votre question est délicate, parce qu'on ouvre à des futurs possibles, réalisables, qui seront peut-être réalisés. J'adresse un petit clin d'œil à M. Philippe Guillemant, que j'apprécie beaucoup, et qui parle de notion de chronos, d'écoulement du temps, et de kairos, le moment opportun pour faire les choses, pour que certaines choses se réalisent. Voilà. Votre question porte sur qu'est-ce qu'on va faire, en fait, de toutes ces populations, certainement en déshérence, qui sont totalement sorties de la communauté nationale, et qui ne s'inscrivent pas dans une forme, on va dire, de destinée collective, manifeste. Ils en sont sortis. Eh bien, c'est toute la délicatesse de la situation que nous ont préparé les mondialistes, aussi, parce que je pense qu'ils ont utilisé tous les subterfuges pour nous diviser jusqu'au bout. Ils ont utilisé l'abêtissement général, la déculturation. En général, parler de culture, ça passe par là. Donc, oui, programme culturel, bien sûr. Il faudra redonner sa chance à tout le monde, mais en même temps aussi être ferme sur ce qui est inacceptable dans une société organisée, développée, où chacun a son épanouissement. Les règles et les limites doivent être respectées et ne pas être franchies, notamment en termes de propriété ou autre. Établir en fait des limites claires pour que cette clarté que nous ayons en fait éclaire l'esprit de chacun aussi. Quand votre esprit s'éclaircit, la vie devient tout de suite beaucoup plus légère. Et cette légèreté et cette joie, éventuellement, la joie qu'on peut avoir dans l'aide, dans le service. Bâtir une communauté, c'est aussi être dans le service, aider l'autre, l'altruisme, dont on parlait tout à l'heure. Et bien, quand vous êtes dans cette légèreté, cette joie de l'aide, différentes choses, c'est là, en fait, où les grands pays, les grandes nations fournissent la quintessence de leur génie. La quintessence de leur génie. C'est quand on va pouvoir retisser de la solidarité, ne pas exclure des personnes pour des motifs religieux, raciaux, différentes choses, mais simplement parce qu'ils vous nuisent ou peuvent porter une menace sur votre vie, uniquement. Et à partir de là, en mélangeant différentes aspirations, rêves, et pourquoi pas, j'ai pas envie de dire culture, parce qu'il y a une culture française forte, très forte, qu'on a d'ailleurs exportée. Mais en mélangeant ces rêves et ces aspirations, dans une même culture, qui évolue, c'est un processus statique la culture. Ça évolue, c'est un processus itératif, c'est un processus en spirale, qui ne fait qu'évoluer et qui théoriquement s'enrichit, des choses qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur. C'est un processus, on va dire, dynamique. Mais autant faut-il prendre de l'extérieur le meilleur, pour ensuite le transformer. Et c'est ce qu'a réussi à faire la France pendant des siècles. Les apports extérieurs ont chaque fois été sublimés, grâce à ce génie qui s'appuie sur cette solidarité et cette ouverture de cœur et d'esprit. Et là, tout est possible. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je suis bon à niveau timing, en fait, parce que là, conférence de presse, est-ce que je suis bon au niveau timing ou est-ce qu'on peut continuer? Ah, c'est fini. Bon, donc on va couper le sifflet. Désolé. Et vous avez déjà parlé, vous êtes même remonté sur scène. Ah oui, vous voulez reparler? Bon, allez, dernière question. Attendez, le micro d'abord, parlez dans le micro.
Merci. On approche de la fin de cette merveilleuse assemblée et je pense qu'au nom de tous ceux qui sont présents ici, je voudrais remercier Alexandre et Julien Goulet d'avoir organisé ce congrès. C'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Voilà. Alors continue, Alexandre. Continue. Merci, papa. Allez, bonjour. Allez-y, allez-y. Bravo au comité du certificat pour l'organisation de ce colloque sur 2 jours. Bravo. Alors, j'ai pas tout à fait fini. On va s'occuper, nous, de rassembler le peuple. On va essayer, en tout cas. On va dans cette voie. On n'est pas arrivé, on démarre simplement. Hein. Mais j'aimerais que vous, les élites qui êtes sur scène, hein, j'aimerais que vous fassiez votre travail aussi au niveau des élites. Hein. Le pouvoir d'attraction passe par vous aussi. Soyons nombreux dans toutes les couches de la société pour l'entraîner. Donc tu fais une dernière réponse. Merci Michel, merci pour tout ce que vous faites et vous incarnez aussi. On parle souvent de l'esprit de résistance. Il est notamment incarné par cette, j'ai envie de dire joyeuse, parce que c'est tout ce sourire, cette joyeuse troupe ici présente de la Marche du Réveil. Merci à eux. Et merci aussi, et cette fois-ci à celui qui a apporté de l'animus, de l'esprit, qui a animé toutes ces 2 journées et qui a mis tout son cœur, sa gentillesse, son impertinence parfois, mais impertinence bienvenue, pour vous faire vivre toutes ces tables rondes et vous faire cheminer vers une compréhension. Et je tenais donc à remercier... Ah ben bien sûr. Bon, je vais te remercier après, mec. D'accord. Pour répondre très rapidement, la souffrance du peuple français dont je parlais tout à l'heure, cette souffrance rend lucide, elle est la graine de l'espoir et de la victoire. Donc la victoire, eh bien, il faut aussi des journalistes pour nous aider à cheminer vers elle, pour nous apporter ou faire éclore le meilleur de la matière à réflexion qui fait déjà de nous et qui fera encore de nous demain des citoyens épanouis, émancipés, car libres. L'émancipation, c'est la liberté. Et nous aurons une dernière allocution ensuite, enfin 2 petites allocutions très courtes, nous finirons à 17h maximum. Mais en tout cas, je souhaiterais un déluge, un tonnerre d'applaudissements pour Mike Borowski. Merci à vous. J'ai pris énormément de plaisir à être ces 2 jours avec vous. J'ai la foi, j'ai confiance, j'ai l'espoir quand je vous vois. Je sais que ce sera compliqué, ce sera dur, mais avec vous, tous ensemble, avec tous ces gens qui sont sur scène, avec vous qui êtes dans le public, avec vous qui militez, je sais que nous réussirons. Et nous ne pouvons que réussir parce qu'on a la foi en nous et nous avons raison. Merci à vous.